Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit ce vendredi 31 mars 2017. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité, des faits commis après la présidentielle de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences de ce procès. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Good morning. Le Président, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur le témoin, bonjour. Maître. Monsieur le Président, vous vous souvenez? Oui. D'accord. Alors, j'ai une question à son propos. Est-ce qu'à votre connaissance, le capitaine Zoloa avait effectué d'autres détachements en plus de celui qu'il effectuait auprès du SECOS? Je ne comprends pas bien la question, maître. Je la reprends. À votre connaissance, le capitaine Zoloa, bon, il était détaché au SECOS, naturellement. Mais avait-il eu ou allait-il avoir d'autres détachements ailleurs? En tout le temps que j'étais en responsabilité au SECOS, le capitaine Zoloa était au SECOS, à la division des opérations et de la planification. D'accord. Alors, je vais vous citer votre déclaration antérieure, faite aux enquêteurs du bureau du procureur. Vous avez dit... On va commencer à la page 0393. Vous avez dit, à la ligne 0393. Vous avez dit, je cite, « Personne entendue. Il était détaché au SECOS, mais il faut dire que, à un moment donné, il était détaché au Congo. Il est resté pendant quelques années au Congo, donc il n'était même plus au SECOS. Il est resté longtemps au Congo, détaché dans le cadre de missions de l'ONU au Congo. Mission de l'ONU au Congo, fin de citation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ah, d'accord. Je vous ai dit hier que l'ensemble des personnels du SECOS ne sont pas administrés par le SECOS. C'est ce que j'appelais. Ils sont toujours sous l'autorité organique de leur corps d'origine, qui peut les retirer à tout moment et qui peut nous les réaffecter ou ne pas nous les réaffecter. Le capitaine Zoloa a été retiré, rappelé par la gendarmerie à un moment donné. Et par la suite, la gendarmerie, à la demande, parce qu'il y a toujours un test à l'ensemble, au niveau de l'ensemble des officiers. On dit qu'il y a un test pour aller soit à Haïti, soit au Congo. Et donc, il a passé le test pour le compte de la gendarmerie. Quand il a réussi au test, il a été détaché au Congo. Mais ça, ce n'est pas sous l'autorité du SECOS. C'est quand il était dans son corps d'origine, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. Toujours à propos du capitaine Zoloa, vous nous avez dit aux pages 12 et 13 du transcrit français du 28 mars dernier qu'il était malade pendant toute la crise. Et je vais vous citer. Pendant toute la durée de la crise, il était malade.
Donc il était chez lui, malade. Et donc avant que je quitte, il était chez lui. Fin de citation. Pouvez-vous, monsieur, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur sa maladie, si vous en savez plus? Je confirme que le capitaine était malade pendant toute la durée de la crise. D'accord. Vous nous avez dit, le 28 mars, transcrit français, page 11, avoir quitté l'école de gendarmerie le 31 mars 2011. Je vous cite. Page 10, ligne 28, à la question. Au cours de la crise, je cite, au cours de la crise, quand êtes-vous parti de l'école de gendarmerie? Vous répondez page 11, le 31 mars 2011. Et vous ajoutez, toujours page 11 à la ligne 19, je cite, quand j'ai quitté mon poste, l'ensemble des stagiaires, élèves, gendarmes et officiers, on les a mis en congé. Les officiers, on a décidé pour leur propre sécurité, on les a donc mis en congé parce qu'on avait des informations précises que l'école était un objectif et que moi-même j'étais une cible. Fin de citation. Alors, monsieur, que vouliez-vous dire par l'école était un objectif? Par qui? Par ceux que nous affrontions, par ceux que les forces de défense et de sécurité affrontaient. C'est-à-dire selon les mêmes renseignements, ma vie était en danger et j'étais susceptible d'être aussi attaqué, personnellement et individuellement. Par qui? Par les mêmes personnes que nous étions en train d'affronter. Voulez-vous dire par là que les responsables des forces de défense et de sécurité étaient des cibles de leurs adversaires? Cela est d'autant plus vrai que dans la même journée, du 31, peut-être même avant, le 30 ou le 31, le domicile du chef d'état-major des armées a été attaqué, saccagé. Il a dû se réfugier lui-même dans une ambassade à Abidjan, déjà le 31. Comprenons-nous bien. Vous nous dites que le 31, il y a eu une offensive qui s'est matérialisée, notamment par l'attaque des responsables des forces de sécurité. C'est ça? Je répète ce que j'ai dit. Le 31, j'ai eu des renseignements qui laissaient penser que j'étais une cible et que l'école était un objectif de la part de ceux qui nous attaquaient. Et dans la même journée du 31, j'ai été informé que le domicile du chef d'état-major était situé à Yopougon, avait été saccagé et que le chef d'état-major lui-même s'était réfugié dans la même journée dans une ambassade à Abidjan. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier le 31? Est-ce dans le contexte ou un changement de contexte explique-t-il
ces attaques ou menaces d'attaque? Que le 31, la situation militaire avait évolué d'une manière qui n'était pas tout à fait favorable à nous. Dans la nuit du 30 au 31, toutes les unités, tous les détachements qui étaient au front sont tous repliés sur Abidjan. Le 31. Pourquoi? Sous la pression de l'ennemi, Pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que les détachements de l'armée ivoirienne ou de la police ou de la gendarmerie qui étaient dans l'ensemble du pays, parce qu'ils étaient attaqués, ont dû se replier à Abidjan le 31 mars? C'est ça que vous nous dites? le 31 mars, toutes nos forces étaient repliées sur Abidjan. Ma question, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils avaient été attaqués depuis un certain temps? Parce qu'ils avaient été attaqués, parce qu'ils subissaient une grosse pression et se sont tous repliés sur Abidjan. D'accord. Donc ce dont vous parlez ici, c'est une pression militaire, c'est ça? Évidemment. D'accord. Pression militaire de qui? De l'ennemi. La question, Monsieur le Président, c'est qui est l'ennemi? Question que je vous pose d'ailleurs, Monsieur le témoin. L'ennemi, c'est l'ennemi dont on parle depuis le début de cet interrogatoire. Faut-il que chaque fois je cite qui est l'ennemi? Je pense qu'on en a suffisamment parlé depuis que Madame le procureur m'interrogeait, depuis vous-même quand vous avez commencé. Donc, on s'entend très bien sous la pression de l'ennemi. Alors, monsieur, nous avons au dossier des éléments qui tentent à montrer que les forces gouvernementales ivoiriennes, à cette période-là, ont été attaquées en dehors d'Abidjan. Je vous parle d'en dehors d'Abidjan. Ont été attaquées pas seulement parce que vous appelez l'ennemi, mais aussi par les forces françaises, et notamment les forces d'hélicoptères de combat françaises. Alors, étiez-vous au courant de cela? On avait quelques informations à l'état-major, notamment au cours de la réunion du 30. Nous, on était à Abidjan. Nous, on était à Abidjan, mais les commandants des fronts faisaient parvenir ces renseignements-là au chef d'état-major. D'accord. Alors, repli des forces gouvernementales le 31 mars. À quel moment l'ennemi dont vous parlez atteint-il Abidjan? Je suppose qu'il était sur les talons des forces gouvernementales. Donc, à quel moment atteint-il Abidjan? Après le 31, on ne faisait plus de réunion d'état-major. On était dispersés. Donc, le suivi militaire, je ne pouvais plus l'avoir. Le suivi des opérations militaires, je ne pouvais plus l'avoir. Qui est suivi militaire ou pas suivi militaire, s'il y a une attaque qui a lieu à 300 mètres de chez vous, vous la voyez. Donc, ma question, à partir de quand l'ennemi dont vous parlez a-t-il atteint Abidjan? Mais ça, je n'étais plus en responsabilité. Je ne pouvais plus savoir,
Je ne peux plus avoir ce type d'information. Parce que quand on suit une opération, on peut avoir ces informations en temps réel parce que vous avez des hommes sur le terrain. Mais on n'avait plus de réunion d'état-major et donc je ne pouvais pas avoir ces informations. Si je vous dis des choses que je n'ai pas observées sur le terrain, ce ne serait pas honnête de ma part. Oui, oui, monsieur, je comprends bien ça. Et vous avez tout à fait raison de souligner ce qui vous paraît important et de distinguer ce que vous avez appris de ce dont vous n'avez pas été témoin vous-même. Mais justement, vous nous avez dit hier avoir observé, de là où vous vous trouviez, des colonnes de véhicules tirant, par exemple, des canons tractés, etc. Donc, c'était quand ça? C'était avant le 31, après le 31? Je précise que ces informations que je vous ai données hier datent d'après le 12 avril. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.